Quand tu désires plus haut que le possible et qu'il y a un écart qui est trop fort entre la façon dont tu te représentais ton propre avenir et ce que le présent a fini par te donner, cet écart peut être insupportable psychologiquement. Gérald, tu es sociologue des croyances, tu es professeur à la Sorbonne. J'étais très croyant quand j'avais entre disons 15 et 25 ans. Il m'a fallu très longtemps pour m'apercevoir que ce que je croyais être des coïncidences extraordinaires qui faisaient la preuve que mes croyances étaient vraies, n'étaient que des coïncidences. Ce primat du désir sur la réalité, est-ce que c'est pour toi le symptôme d'une société hyper individualiste? De la plupart des communautés que j'étudie, parce que j'étudie dans ce livre des communautés très étranges, des gens qui se prennent pour des animaux par exemple. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Rendez-vous 19. Je suis en compagnie de Mathias Leboeuf. Comment ça va? Très bien, Chris. Et aussi, nous avons l'immense plaisir de recevoir Monsieur Gérald Bronner pour la sortie de son dernier livre, À l'assaut du réel, aux éditions des Presses universitaires. Comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie. Et toi? Eh bien, Et merci. vous deux. Je suis très content de faire cette émission-là, qu'on fasse ça ensemble. Gérald, tu es sociologue des croyances, tu es professeur à la Sorbonne, tu as aussi mis en place une sorte on ne peut pas dire que ce soit des cours, mais des conférences autour de l'esprit critique. Ouais, les universités populaires en Sorbonne. Ouais. Voilà, exactement, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et que je vous invite activement à les regarder parce que c'est vraiment passionnant. Et évidemment, aujourd'hui, tu nous sors un nouveau livre qui s'appelle À l'assaut du réel. Qu'est-ce que c'est l'assaut du réel? L'assaut du réel, c'est d'abord, ça date pas d'aujourd'hui. Je dirais que l'humanité, c'est une de ses caractéristiques, a voulu toujours partir à l'assaut du réel, ce qu'on appelle la pensée désirante, la wishful thinking en anthropologie. Ça se traduit aussi bien par de la magie, mais de la technologie aussi. Le fait de tailler des silex, par exemple, c'est une volonté finalement d'accroître ses chances de survie quand notre biologie personnelle n'est pas très favorable dans un monde très hostile, naturel, de l'ancien temps. On n'a pas de carapace, on n'a pas de crocs, on n'a pas de dents, mais on a notre cerveau en particulier, notre système nerveux et notre imagination. Et notre imagination nous a souvent poussé, et toute la littérature en atteste, tu es mieux placé que moi pour le savoir, qu'on a toujours essayé de plier le réel pour finalement actualiser notre désir, réaliser notre désir. Mais la situation contemporaine, c'est là tout le sujet du livre, même si je montre qu'il y a un invariant mental humain de cette pensée désirante, la situation actuelle donne à cet assaut fait au réel une force tout à fait particulière, parce que la réalité, je ne saurais pas la définir, et je n'essaie pas de la définir dans le livre, mais elle se fait connaître à nous, c'est comme ça que je la prends, par, disons, les rebuffades qu'elle impose à l'expression de notre désir. Le réel, c'est quand on se cogne, comme dirait l'autre, ce qui fait qu'on connaît le réel quand tout à coup on s'aperçoit qu'on a désiré au-delà du possible. Voilà. Seulement, et je m'arrêterai là dans ma réponse, la situation contemporaine est que nous nous organisons de façon de plus en plus efficace, à la fois par la technologie, aussi par les grandes narrations, les idéologies, pour ne plus entendre ces rebuffades que le réel oppose à l'expression de nos désirs. Ce n'est pas que le réel disparaît, hein. D'ailleurs mon livre ça ne s'appelle pas la fin du réel, la fin de la réalité. La réalité elle est toujours là, elle va se rappeler à nous à un moment ou à un autre. Le problème c'est que plus on tarde à l'écouter, plus graves seront les dommages qu'elle risque de nous imposer. L'espèce d'attention que tu nous mets et tu nous dis vraiment aujourd'hui, voilà, on passe notre vie à désirer autre chose que ce qui est, à être dans la surconsommation, de vouloir augmenter l'homme, de vouloir peut-être vivre éternellement, enfin voilà, toutes les choses sont modifiées à travers nos désirs et on se confronte à, en fait, pour faire très simple, une attaque du réel qui se déduit par une déception constante. Est-ce que tu penses que le réel, donc le monde tel qu'il est, peut correspondre à nos désirs? Ça dépend en réalité de la façon dont on indexe nos désirs. En réalité, la vie sociale souvent régule nos désirs. Et nous le savons bien dans notre vie de tous les jours. Quand on est petit, on veut être magicien cosmonaute. Et puis on découvre que peu à peu, c'est pas possible. Et même dans nos désirs parfois amoureux, est-ce que tu as déjà remarqué que quelquefois, on indexe notre désir sur le possible ? Et on se met à se convaincre soi-même qu'on aime un type de personne parce qu'on pense qu'on a une chance de les séduire et non pas un type d'autre, parce qu'on pense que c'est hors de notre portée. Une forme de pragmatisme amoureux. Et d'ailleurs, ce pragmatisme correspond assez bien à notre vie mentale équilibrée. Seulement, des conditions sociales, économiques même, particulières, propres aux démocraties, en réalité, on pourra en reparler, sont de nature à déréguler le désir.
Je ne suis pas le premier sociologue à m'intéresser à la dérégulation du désir. Il y a des noms bien plus immenses que le mien. Je pense par exemple à Émile Durkheim, qui montrait que cette dérégulation du désir, le terme est de lui, elle peut aboutir à des courants suicidogènes. Pourquoi ? Parce que précisément, quand tu désires plus haut que le possible et qu'il y a un écart qui est trop fort entre la façon dont tu te représentais ton propre avenir et ce que le présent a fini par te donner, eh bien cet écart peut être insupportable psychologiquement. Ça peut conduire donc à vouloir en finir avec la vie, dans des cas très dramatiques, et ça peut, certains autres auteurs aussi immenses, comme Alexis de Tocqueville par exemple, conduire à des rages sociales, puisque c'est comme ça qu'il explique en partie l'avènement de la Révolution française. Donc on voit qu'il y a dans cet écart entre un désir qui devient dérégulé et ce que le réel peut apporter, eh bien une charge véritablement révolutionnaire dans tous les sens du terme. Il y a une petite question philosophique là-dessus. Il y en a plus d'une. Il y en a plus d'une, évidemment. Non, mais par rapport au possible. Donc le possible, je sais qu'il y a deux types de possibles. Je me rappelle qu'il y a le possible qui est celui qui est a posteriori du réel, c'est-à-dire qu'une chose est possible qu'elle puisse se produire. Je sais pas, il est possible que demain il pleuve. Et tu as le possible de Bergson qui lui dit que en fait, c'est un regard rétrospectif. C'est-à-dire que le possible, on est capable de le dire après l'avoir vécu, en réalité, ou après avoir vécu son inverse. Quand tu définis le possible et que tu l'accordes à la confrontation, quand on rentre par rapport à la réalité, est-ce que tu parles d'un possible a posteriori en se disant « il est possible qu'une chose se produise d'une telle manière » ou a posteriori dans l'autre sens en se disant « il aurait été possible que ça se produise d'une autre » ? D'abord, sur le possible, si on se place dans une position philosophique, il n'est pas possible de tout dire. En fait, on ne peut pas dire tout le possible parce qu'on ne le connaît pas. En fait, notre condition d'être humain, c'est de vivre au présent, toujours au présent. Du passé, nous ne connaissons que la remémoration que nous en avons, c'est donc une construction. Nous n'avons pas accès par la connaissance directement au passé, c'est une reconstruction mentale. Et du futur, nous n'avons que des conjectures. Et en fait, le futur qui est demain, eh bien, va s'enfibrer en quelque sorte comme un entonnoir dans un présent unique. Mais ce présent aurait pu être autre chose. Si tu joues à pile ou face, ça a pu être pile, par exemple, sur lequel tu es tombé, mais le possible, c'est que ça aurait pu être pile, face, voire même tomber sur la tranche avec une probabilité beaucoup plus faible. Et ce qui fait la caractéristique de l'être humain, c'est en réalité la conscience aiguë, plus que toutes les autres espèces, que nous avons de l'existence de ce monde possible. Et la conscience de l'existence de ce monde possible nourrit à la fois nos ambitions, la volonté de nous déplacer dans cet espace de possible, le futur étant toujours un éventail, finalement d'espace-temps différents, nous cherchons à nous déplacer par la puissance de notre volonté dans des espaces-temps qui nous sont favorables. Et en même temps, cette claire conscience insinue en nous une angoisse existentielle fondamentale, de sorte que la tentation est toujours de s'aliéner à des systèmes mentaux que sont les idéologies, la magie, la superstition, voire des expressions technologiques, pour essayer de réaliser ce désir. Donc c'est la condition vraiment. C'est ça que j'entends par le possible, je ne le définis pas essentiellement, je le rapporte à sa condition psychosociologique pour en faire un objet qui intéresse le sociologue que je suis. Moi, je vais poser une question de philosophe. Tu disais que justement, la période dans laquelle on vivait, cet assaut du désir contre ou à objet du réel n'était pas nouvelle. Et effectivement, ça me fait penser à Descartes, qui disait « mieux vaut changer ses désirs que l'ordre du monde ». Donc on est déjà dans cette problématique-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, justement, on vit une période anti-cartésienne, c'est-à-dire que finalement, on est dans « mieux vaut changer la réalité que l'ordre de ses désirs » aujourd'hui? Est-ce que c'est ça? Ça pose la question d'une post-réalité. C'est la première question. Et puis, puisqu'on a évoqué la question du désir, la question de la réalité, il y a forcément, à mon avis, une troisième notion ou un troisième concept qui vient, et dont tu parles dans le livre, c'est celui de vérité. Qu'en est-il de la vérité aujourd'hui? Est-ce qu'on est dans une ère post-vérité? Est-ce que la vérité est passée par pertes et profits et qu'elle n'a plus de raison d'être? Alors sur la première question, oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes mis dans des conditions notamment idéologiques et puis aussi technologiques, on en parlera peut-être,
pour exiger du réel qu'il se conforme à l'ordre de nos désirs et non pas l'inverse. Ceci dit, la soumission du désir à l'ordre du possible, je ne l'approuve pas forcément non plus, parce que c'est en la dépassant que l'homme a réalisé ses plus belles réalisations. Donc j'ai un rapport ambivalent à cette question. Simplement, cela nous conduit de vouloir plier le réel aux catégories du désir, d'abord à redéfinir un certain nombre de catégories, notamment celle du corps. Le grand ennemi de la plupart des communautés que j'étudie, puisque j'étudie dans ce livre des communautés très étranges, des gens qui se prennent pour des animaux par exemple, des gens qui se marient avec des tables ou avec des personnages de fiction, ou par exemple des gens qui se déclarent trans-âge, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas avoir l'âge que leur carte d'identité indique. Un peu comme Mathias. Et je les comprends. Chris, tu comprendras ça dans quelques années, tu verras qu'on est tous un peu trans-âge en fait. Donc je les comprends particulièrement, mais ça me paraîtrait saugrenu d'exiger que mon ressenti soit actualisé dans la norme de la loi. Et en fait, de transformer donc le réel collectivement accepté, il s'agit d'un paramètre biologique, l'âge. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a des individus qui trouvent, je dirais, des arguments dans l'espace public pour justifier leur volonté de plier le réel au désir. Pardon de te couper, mais tu parles du trans-âge qui peut... Mais est-ce que tu tiendrais le même propos sur les transsexuels ou la transidentité? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui disent la biologie, c'est binaire, il y a mâle, femelle, et on peut pas être... Donc, la notion d'identité de genre, pour toi, elle te paraît... correspondre à un désir, mais pas à la réalité? Comment ça s'articule, justement? Alors, pour la question des transgenres, c'est beaucoup plus compliqué. En réalité, je l'écris dans le... J'esquive pas du tout cette question, je l'écris dans le livre, parce qu'en fait, il est vrai que concernant le sexe et donc ensuite le genre, c'est-à-dire la construction identitaire du sexe, il y a des situations très intermédiaires. Il y a des intersexualités, non seulement du point de vue génétique, mais ça c'est qu'une toute petite partie du problème, mais il y a des questions aussi hormonales. J'en suis pas le spécialiste, j'expose en quelques pages la difficulté du problème, sans contourner le problème, mais effectivement, il y a toutes sortes, disons, de perturbations, de troubles identitaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de disqualifier ceux qui ressentent ces troubles identitaires, c'est de constater qu'ils ont des ressources narratives dans l'espace public qu'ils ne trouvaient pas auparavant. C'est juste ça, la post-réalité en réalité. Je prends l'exemple des terrians, donc de ceux qui se prennent pour des animaux. Alors ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'il y a une forme d'aristocratie dans ceux qui ont des troubles de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ne supportent pas qu'on les compare par exemple aux terrians, qui ressemblent aussi des troubles identitaires. Et là, je vais me faire l'avocat des terrians en quelque sorte, parce que ces gens qui croient être des animaux, ça peut sembler tout à fait loufoque, mais quand on les écoute, comme font certains anthropologues, je suis allé lire la littérature sur ce point, on s'aperçoit que, par exemple, l'un d'entre eux nous dit « Depuis l'enfance, je me sens plus lourd que ce que dit », donc il a un ressenti de masse qui ne correspond pas à ce que la balance lui indique. Et il se pourrait très bien, entre parenthèses, que ce soit un problème de proprioception. Un problème donc physiologique qui fait qu'en effet, il a l'impression d'être plus lourd. Certains, vous savez, ont l'impression que leur bras ou leurs jambes ne leur appartient pas. C'est documenté par la psychiatrie. Il y en a même qui se font amputer. Et ils trouvent des chirurgiens pour accepter de les amputer et qui se déclarent plus heureux comme ça. Donc, bien sûr, ça relève d'un spectre psychiatrique. Mais en l'occurrence, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir l'origine de ce ressenti, c'est de me dire que cet individu, il a trouvé enfin une solution narrative à l'anomalie qu'il ressent. Je suis plus lourd parce que je suis un ours en fait. Et tout devient logique. Voilà. Et là où il y a un rapport avec la technologie et la numérisation, c'est que ce genre de rareté statistique serait resté solitaire auparavant et n'aurait pas trouvé cette narration. La personne, ce serait tout simplement, elle aurait été mal dans sa peau toute sa vie, ce qui serait triste. Là, elle est plutôt mieux dans sa peau, les terriens sont plutôt bien dans leur peau à partir du moment où ils ont trouvé une narration qui permet d'absorber l'anomalie de leur ressenti. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de croire, d'accepter ce récit au premier degré. Le problème, c'est évidemment quand il y a des revendications dans l'espace public qui veulent changer des normes, etc., au prétexte de ce ressenti. Là, on est face à des questions, en effet, qu'il faut trancher. Sur le thème de l'identité,
Je pense à, évidemment Clément Rosset, que tu cites aussi à l'intérieur, et qui dit quelque chose de très controversé par rapport aux idées qu'on a aujourd'hui de la pseudo-connaissance de soi qui devient comme une espèce de valeur, une vertu originelle qu'il faudrait que tout le monde apprenne à se connaître et on modifie le Socrate. On a tordu sur du développement personnel. Voilà, finalement. exactement. Et donc, Clément Rosset dit la connaissance de soi est à la fois inutile et inappétissante. Moins on se connaît, mieux on se porte. Et il part du principe que notre identité, en fait, ne correspond jamais. En fait, elle est inappétissante dans le sens où ce que j'attends d'elle est rarement ce que je trouve. Comment est-ce que tu peux expliquer par rapport justement à ce qu'on vient de parler, les hommes qui se sentent des animaux, on a vu des xénongenres aussi, il y a vraiment tout type de noms différents pour définir ça. Comment est-ce que tu pourrais expliquer aujourd'hui le fait qu'il y ait une quête identitaire aussi grande, aussi importante, et pourquoi est-ce que les gens ont besoin de se différencier à travers des termes qui n'existaient pas avant ? En tout cas, je serais peut-être moins sévère que Clément Rosset. Je comprends cette quête, je crois qu'on l'amène tous, une quête qui consiste à se poser la question « qui suis-je » dans le fond. C'est assez naturel de se poser cette question et je pense que c'est même assez sain. Le problème, c'est que cela posé de façon obsessionnelle nous fait toujours trouver 1000 réponses et nous fait surtout ressentir des choses qu'on n'aurait pas ressenties si on ne s'était pas auto-observé avec une telle obsession. Et cette obsession, elle me paraît être le reflux de la disparition des grands mythes collectifs, des grandes représentations du monde collectif, comme par exemple, je le documente dans le livre, la chute du prestige, du progrès. Jusqu'à encore, il y a quelques décennies, quand on posait la question aux gens « Est-ce que vos enfants vivront mieux que vous ?» Ils répondaient oui, incontestablement. C'est-à-dire qu'ils regardaient le futur avec envie, avec délice. Et aujourd'hui, ce n'est plus le futur qui devient notre dynamique collective, mais un présent. Le présent obsessionnel qui est cannibale en quelque sorte, qui absorbe à la fois tous les espoirs du futur et même qui redéfinit les normes morales du passé. Donc on déboulonne des statues, etc. On revisite des grandes œuvres littéraires en se demandant si on ne pourrait pas les modifier un peu pour qu'elles soient plus acceptables en fonction de nos normes présentes. Et donc, puisqu'il n'y a plus de grande aventure collective qui nous fait regarder vers le futur, il me semble que c'est substitué à ce regard une aventure toute personnelle qui nous fait regarder vers l'intérieur de nous. Et je le montre aussi avec des données massives dans le livre. La passion, par exemple, pour le développement personnel est une des expressions de ce questionnement obsessionnel. On voit à partir en effet des années 80-90 une augmentation mais géométrique de l'utilisation de ce terme, des recherches concernant ce terme. Et qu'est-ce que c'est le développement personnel ? C'est la façon de chercher des choses en soi pour essayer d'optimiser ce que l'on est. C'est l'idée qu'en fait, il y aurait plein de nous-mêmes. Et c'est vrai d'une certaine façon. Et simplement, certains seraient mieux que d'autres. Et ce genre de théorie s'accompagne d'une autre proposition qui est problématique, c'est que, dans le fond, c'est la toxicité de l'environnement qui nous aurait empêché de faire advenir celui ou celle que nous aurions dû advenir. La meilleure version de nous-mêmes, en quelque sorte. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, ce truc-là. Oui, et puis alors, on avait trouvé ça par exemple, dans la psychanalyse, c'est un grand classique, c'était une grande obsession, c'était papa-maman, il fallait chercher un traumatisme initial qu'on aurait éventuellement oublié, qui expliquerait pourquoi j'ai échoué dans les études, pourquoi je n'ai pas fait ceci, ça. Ceci dit, nos traumatismes passés peuvent expliquer en effet une partie de nos échecs. Je nie pas ça du tout. Je dis que même s'il n'y a pas de traumatisme, même s'il n'y a pas de cause radicale qui puisse expliquer le mal-être, eh bien, si tu cherches, tu trouveras. Tu trouveras des éléments, et même si tu ne te sens pas si mal que ça, si tu commences à fouiller profondément en toi, tu vas finir par te sentir mal, en réalité. Tout est une question en fait, d'appréciation. Quand vous êtes dans un environnement, disons, fixe de normes, et on le voit aujourd'hui avec la polarisation des opinions et des débats, des choses qui étaient parfaitement acceptables il y a 10 ou 20 ans deviennent inacceptables d'un point de vue moral. Donc c'est une question de... c'est la même chose qui se produit quand tu t'auto-observes. Et donc c'est pour ça que les communautés que j'étudie sont très radicales et je ne les crois pas du tout représentatives de notre temps présent. Je ne crois pas qu'on va tous devenir des terrianes, ce n'est pas ça du tout. Par contre, comme je l'écris, par la grimace, le visage. C'est-à-dire par les formes les plus expressives de ce mouvement, on peut comprendre le périmètre de la carte qu'il dessine. Il y a, je te laisse après, mais il y a un truc que j'avais envie de voir rapidement avec toi, c'est qu'il y a un contresens. J'estime que c'est un contresens, mais je peux peut-être me tromper. Donc là, c'est vraiment une opinion que je te donne, et si vraiment voilà. C'est l'idée selon laquelle
si on améliore un groupe d'individus qui vit dans une structure sociale, et notamment le développement personnel dit, si tu t'améliores en tant qu'individu et que tous les individus de ce groupe social font ce même travail-là sur eux-mêmes, la structure sociale va changer. Et moi j'estime, je me trompe peut-être, dire que les structures sociales vivent indépendamment des individus qui y habitent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer une structure, je pense qu'on ne peut pas changer une structure sociale à partir du moment où on prend des individus uniques qui, eux, de leur côté, vont évoluer, devenir meilleurs, avoir de nouvelles opinions, être peut-être plus tolérants ou autres, pour en arriver à changer une structure sociale. Est-ce que c'est possible de se dire, ok, si on prend tous les individus et que tous les individus évoluent, on change la structure sociale, ou alors la structure sociale est quelque chose qui vit en dehors des individus? Alors moi, contrairement à toi, je ne pense pas que la structure sociale d'abord existe. Je crois qu'il n'y a pas de structure sociale. Je crois qu'une société, c'est une somme ultra complexe d'actions et d'interactions entre individus. Mais il n'empêche que, en effet, l'idée selon laquelle il suffirait de s'améliorer soi-même et que chacun s'améliore pour améliorer la vie collective, elle tient sur une naïveté. Elle tient sur une forme d'anthropologie naïve, c'est-à-dire l'idée en effet qu'il y aurait un moi, que je pourrais le trouver et que certaines de ces personnes pensent avoir trouvé, et que tout ira bien si on se retrouve entre personnes de cette hauteur morale en quelque sorte. Et on le sait que c'est un rêve qui tourne souvent au cauchemar parce qu'il y a plein d'expériences sociales de cette nature. Ça s'appelle les utopies concrètes. Je ne parle pas des utopies écrites par Thomas More ou par Campanella ou Cabet, mais quand je viens de dire Cabet, je veux dire en fait si, parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'appliquer la société d'Étienne Cabet. Il y a eu la nouvelle Cécilia, etc. Toutes sortes d'utopies concrètes avec des gens qui étaient d'accord sur des valeurs, qui étaient élevés, etc. Et qu'est-ce que ça a produit? Toujours des catastrophes. Tout simplement parce qu'au-delà d'un certain nombre d'individus réunis dans un groupe social, c'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, alors c'est aux alentours de 150, parce que c'est corrélé à la taille de notre néocortex, figure-toi, eh bien au-delà d'un certain nombre, nous ne pouvons pas avoir de relations stables avec les individus sans institution. C'est-à-dire que c'est au-delà de notre confiance. Là, on va faire une bringue, etc. Il n'y a pas besoin d'un policier ou d'une institution de justice pour régler les choses entre nous, si tout va bien. Bon, si on est assez faut se méfier de Mathias sympa quand entre même. nous. Oui, Mathias mis à part, je veux dire, il n'y a pas de raison. Mais au-delà d'un certain nombre, nous serons obligés d'avoir des institutions pour réguler nos interactions, c'est-à-dire, pourquoi pas, une force de police, une force de justice, etc. Donc quand on part avec l'idée de faire une société parfaite sans pouvoir, sans hiérarchie, d'abord on s'aperçoit que quoi qu'on fasse, il y a toujours des hiérarchies qui s'établissent, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle le premier, qui parle plus que les autres, qui est plus volontaire, et qui donc prend un leadership. Voilà. Donc en fait, ces rêves-là se fracassent à cause de leur anthropologie naïve. Je pense que c'est surtout ça. Mais nous passons notre temps, et par exemple le développement personnel passe son temps à cacher une partie de notre vraie nature. Et c'est d'ailleurs ce qui peut nous empêcher de progresser, parce que je ne dis pas que les choses sont désespérées. Je pense qu'on peut progresser. C'est pour ça que je disais que je serais moins sévère que Rosset sur cette question. Je pense que c'est sain de se poser des questions sur soi-même, de chercher à s'améliorer. Je pense qu'on peut s'améliorer du point de vue du raisonnement, sinon je ne ferais pas les universités populaires de l'esprit critique. Je pense qu'on peut affiner par exemple sa pensée analytique, on peut devenir plus tolérant, etc. Mais nous ne dépasserons jamais un certain nombre de limites anthropologiques de notre pensée. Ce primat du désir sur la réalité, est-ce que c'est pour toi la marque ou le symptôme d'une société hyper individualiste, premièrement? Et du coup, est-ce que c'est aussi la marque d'une société occidentale capitaliste ou d'hypercapitalisme, ou est-ce qu'on constate ça dans d'autres types de structures sociales qui peuvent être à la fois plus archaïques ou complètement différentes? Encore une fois, la pensée désirante, c'est un trait anthropologique, donc on peut trouver ça partout, mais les démocraties ont ceci de particulier, c'est pas moi qui le dis, c'est encore le grand Alexis de Tocqueville, dans son livre sur la démocratie en Amérique, cette fois. Elles ont ceci de particulier que ce sont les systèmes politiques qui font le plus de promesses.
Et je suis profondément démocrate, hein. Je suis heureux de vivre en démocratie, je pense qu'on a beaucoup de chance, mais c'est vrai que ces systèmes nous font plus de promesses que les autres systèmes, par exemple tyranniques, où il n'y a pas grand-chose à espérer. Si tu n'as pas grand-chose à espérer, il n'y a pas de raison d'être frustré, hein. Mais bon, c'est un peu un argument, je dirais, massu pour déprécier l'expression du désir. Et les démocraties font beaucoup de promesses qu'elles ne peuvent pas tenir. D'où le taux de frustration, en fait. Et de déception. Ouais. Voilà. Et bien entendu, ça s'est adossé aussi aux formidables réalisations des démocraties libérales en termes d'espérance de vie, de confort, d'accès aux loisirs, à l'éducation. On oublie souvent de dire cela. Et ce n'est pas pour rien que la crise dont on parle, en fait, elle survient, j'en montre plein d'indices, bien avant l'apparition des mondes numériques, même si les mondes numériques ont amplifié considérablement ce problème d'individualisme, c'est-à-dire le fait de s'enfermer dans son propre monde. Parce que plus il y a d'informations disponibles, plus la probabilité de chance que j'en trouve qui vont dans le sens de mes propres croyances est importante. Mais avant cela... Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est ça? C'est ça. On recherche en permanence la validation de ce qu'on pense déjà. Et ça, c'est pas quelque chose que la contemporanéité a inventé, puisque par exemple, Francis Bacon en parlait déjà, hein, c'est un des premiers à avoir identifié ce biais de confirmation vraiment très, très formellement. Il ne l'appelait pas comme ça, mais c'est ça qu'il indique. Mais par contre, ça a été amplifié par les mondes numériques, encore une fois, par la disponibilité de l'information. Ouais. Et donc, je ne me rappelle plus de ta question, pardon. Du coup, la question, c'est de savoir si c'était la marque des sociétés occidentales et capitalistiques, ou si on pouvait retrouver ça dans d'autres. En tout cas, donc, dès l'émergence de ces sociétés, dès le début du 19e siècle, par exemple, il y a des textes qui indiquent, il y a déjà des auteurs qui indiquent, Benjamin Constant par exemple, dans un célèbre texte à l'Athénée, une conférence donnée à l'Athénée, disait mais la définition de la liberté de nos contemporains n'est plus du tout celle de la liberté qu'on trouvait chez les anciens, qui était une revendication de liberté pour participer à la chose publique, pour servir l'intérêt général, alors que mes contemporains exhibent leur liberté pour que la société serve leur intérêt particulier. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais on voit tout de même dans le temps contemporain, par exemple, je donne l'exemple des slogans de mai 68, c'est un mouvement politique, mais à travers les slogans dont beaucoup ont été pensés par les situationnistes, qui avaient au cœur de leur doctrine la notion de subjectivité radicale, c'est après tout, pourquoi pas tout demander, hein, donc c'est l'imagination au pouvoir, soit réaliste demande l'impossible. Interdit d'interdire. C'est exactement l'expression d'un désir qui veut s'affranchir du possible. Et je trouve que c'est beau d'une certaine façon, sauf que ça finit par être un désir qui se recroqueville sur lui-même, car que se passe-t-il quand le désir explicitement ne peut pas être réalisé? Alors il y a plein de stratégies, mais une des stratégies, c'est le contournement du réel. On le voit par exemple chez les hikikomori au Japon, c'est ce que j'allais dire, il y a une période clé, c'est pour ça que tous les indices de développement personnel sont indexés là-dessus, c'est disparition de la notion de progrès, donc on va plus s'améliorer collectivement, et ça c'est les années 60-70. Puis il y a eu les 30 glorieuses et puis les premières grandes crises économiques, et on voit que le Japon, par exemple, à la fin des années 80, début des années 90, on voit le mouvement des hikikomori, qui sont des jeunes qui se retirent de la vie et qui vivent parfois jusqu'à la fin de leur jour dans leur chambre, chez leurs parents, et c'est une façon de contourner le réel. Si on y réfléchit, d'ailleurs, ceux qui ont travaillé sur ce point, il y a Maya Fonsten en France, et une sociologue de Paris 5, qui a fait des beaux textes sur ce sujet, et qui dit qu'en fait, ils ritualisent leur quotidien. Ils ne veulent que rien ne change, c'est-à-dire qu'ils veulent manger à heure fixe. Ils sont même des petits tyrans domestiques. Et pourquoi ? C'est une façon de réduire l'incertitude. Si vous routinisez, si vous ritualisez votre vie, vous êtes sûr que demain va ressembler à aujourd'hui, qui ressemblait à hier. Donc comme ça, vous effacez l'éventail des possibles, dont je disais tout à l'heure, qu'il inspire en nous des angoisses fondamentales. Donc en fait, le fait de réduire le futur à une ligne droite, ça fait une vie pas très marrante pour nous, mais en même temps, elle ressemble diablement justement aux vies qui sont décrites dans les sociétés utopiques, de Thomas More, etc. Tous les jours se ressemblent, il n'y a pas d'incertitude, ou même la vie paradisiaque. Le phalanstère de Fourier, pareil, où il y a une routine très forte. Exactement. Et c'est aussi les textes paradisiaques. Dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève sont immortels, n'ont pas de maladie, n'ont pas de problème d'altérité, pas de problème de conflictualité. Simplement, tous les jours se ressemblent. Donc en fait, c'est un présent éternel. Revoilà le présent cannibale que j'évoquais tout à l'heure. Tu parles aussi de manière peut-être un peu plus politique de notre manière qu'on a aussi, dans ce livre évidemment, à réajuster les interprétations qu'on fait des actions qui ont été faites au réel.
Je pense notamment très récemment Marine Le Pen qui a été condamnée à l'inéligibilité parce qu'il y a eu des problèmes avec la loi ou autre, et que elle a fini par accuser la loi elle-même. Ça, on l'explique du coup par cette incapacité à accepter le réel, à tel point que je vais même accuser le réel d'être ce qu'il est. Oui, c'est une bonne technique, hein. C'est-à-dire, c'est comme on dit parfois, quand le peuple vote mal, il faut changer de peuple. C'est à peu près pareil. Quand le réel n'est pas d'accord avec moi, plutôt que de changer mon point de vue et de me dire que je me suis trompé, on va changer le réel. Et il y a 1000 stratégies. C'est ce que j'essaye de décrire. C'est toutes les stratégies justement qui permettent d'affecter ça. On sait bien qu'un croyant, quand il est confronté à un démenti de sa croyance, il va rarement abandonner sa croyance. Il faut des années pour le faire. C'est Léon Festinger qui a tout dit sur ces questions avec la théorie de la dissonance cognitive. Il étudie dans un de ses livres qui s'appelle L'échec d'une prophétie, une secte qui a donné la date de la fin des temps, et il infiltre la secte avec ses étudiants pour voir qu'est-ce qui va se passer quand la fin des temps va arriver et qu'il n'y aura pas la fin des temps, parce qu'on est encore là pour en parler. Spoiler alerte, ils vont pas abandonner leurs croyances en fait, hein, évidemment. Quoi. Donc, je vous laisse lire ce livre qui est quand même beau comme un roman et que j'ai republié d'ailleurs aux Presses universitaires de France, que j'ai préfacé. C'est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature de la psychologie sociale. L'échec d'une prophétie. Contourner, tu parles aussi de contourner le réel. Qu'est-ce que ça signifie contourner le réel ? C'est-à-dire se mettre à l'abri de la réalité, par exemple en se réfugiant dans sa chambre ou dans des réalités alternatives. J'étudie par exemple les shifters. Les shifters sont des communautés, souvent des filles. Les hikikomori, c'est plutôt des garçons. Là, les shifters, c'est plutôt des shifteuses. Alors, il y a une histoire incroyable que je n'ai pas le temps de raconter. J'envoie les lecteurs au livre sur comment c'est remonté, parce que ça part de la CIA, d'études absurdes de la CIA sur les pouvoirs paranormaux de l'esprit. Et donc, ces shifteuses... On a envie de savoir maintenant. Ces shifteuses, c'est ressurgi notamment au moment de la pandémie. Oui, parce que c'était des jeunes gens, ils étaient enfermés. Donc, on comprend que dans ce cas, on a envie de rêver. Donc, par auto-hypnose, là, il n'y a rien de fantastique. Vous pouvez... Moi, j'y arrive pas, mais certains arrivent à tout à coup visualiser des mondes et puis se faire des petites aventures comme dans un rêve éveillé, en quelque sorte. Très bien. Et alors, c'est une façon de s'échapper du réel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ont un imaginaire un peu obsessionnel, apparemment, parce que là aussi, des anthropologues sont allés les étudier. Et c'est des imaginaires relatifs à leur génération. Donc, elles rêvent beaucoup d'Harry Potter, parce que dans quel monde vont-elles ? Elles vont dans le monde d'Harry Potter. Et ce qui est drôle, c'est qu'elles imaginent souvent des histoires amoureuses. Bon, ok, ça on peut les comprendre, mais pas avec Harry Potter. En fait, avec le méchant d'Harry Potter, qui s'appelle Malfoy. Vous savez, et ça, c'est un trait statistique que les anthropologues qui ont fait des entretiens avec elle ont trouvé. Ouais, c'est assez amusant. C'est très très drôle. Quasiment, tu peux retrouver ce phénomène-là aujourd'hui avec un autre phénomène, c'est le succès de la dark romance. Exactement. Parlons-en parce que c'est un véritable sujet. Qui a un succès dingue. Exactement. Et motivé généralement par des jeunes femmes. Alors que c'est quand même très dark, quoi. Il y a quelque chose. Alors, je suis pas du tout spécialiste sur ces questions, donc là, on est vraiment à on égalité, mais pour le plaisir de la conversation, en effet, je l'évoque d'ailleurs, la dark romance, brièvement, en disant, je fais un clin d'œil à la dark romance, il y a peut-être une petite voie d'explication. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que les jeunes générations de femmes, on le sait à cause d'un phénomène qu'on appelle le gender gap ideology, c'est l'écart idéologique entre les garçons et les filles. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des statistiques. C'est-à-dire que les filles et les garçons sont en désaccord idéologique statistiquement majeur dans énormément de pays, la Corée du Sud, l'Allemagne, la France. Grosso modo, les Français, les jeunes Français garçons, c'est une statistique, c'est une moyenne, sont beaucoup plus conservateurs que les jeunes femmes qui sont progressistes, notamment sur les mœurs. Elles sont très attentives, elles ont bien raison au fait que leur corps, c'est leur corps, etc. Mais en même temps, une partie d'entre elles, je ne sais pas si c'est les mêmes, c'est là qu'il faudrait faire des études plus approfondies, aiment dans leur rêverie imaginer qu'on leur fait offense, parce qu'en fait, les dark romances, c'est des histoires, moi j'en ai pas lu, mais j'ai cru comprendre que ce sont des histoires, on ne peut pas le dire parce que ça va être bipé. Légèrement problématique, on va dire. Très problématiques, qui se passent dans des caves, sans le consentement. Donc, c'est assez fascinant, mais après tout, pourquoi pas ? On peut avoir des fantasmes sans considérer que ces fantasmes soient acceptables à exprimer dans l'espace public. Mais c'est quand même évidemment assez fascinant. Il y a un exemple que tu donnes qui m'a fait vraiment beaucoup rire, comment le présent peut changer le passé. Et tu donnes l'exemple de ces Japonais qui lisent dans les lignes de main et qui, lorsqu'il y a écrit dans les lignes de main une chose qui ne se produit pas,
par la suite, vont modifier leur ligne de main. Ouais, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je trouve ça et absolument c'est ça, dingue. apparemment les Japonais sont férus de chiromancie, donc le fait de pouvoir prédire l'avenir ou la personnalité de quelqu'un par les lignes de la main, on connaît tout ça, ça fait partie de la culture occidentale aussi. Sauf que, ça c'est c'est une invention de leur part, ils se disent, quand les lignes de la main ne conviennent pas à ce qu'ils ont envie, donc leur désir, ils changent les lignes de la main par chirurgie plastique, en fait, on peut se modifier. Donc en fait, c'est confondre la cause et l'effet, ce qui prouve, je donne cet exemple pour montrer toute la plasticité en fait de notre esprit pour atteindre le réel. Ouais, c'est aussi une bonne façon de faire en fait. Quand on veut pas avoir les effets, on peut inverser la cause et les effets. Mais ceci dit, tu trouves ça exactement de la même façon chez les protestants. Dans le livre de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Hein. Les protestants pensent qu'ils sont élus ou non de toute éternité, qu'ils ne peuvent rien faire pour changer l'édit de Dieu. Si Dieu a décidé que tu allais en enfer, même si tu vis comme un saint toute ta vie, tu es en enfer. C'est normal parce que Dieu est en dehors du temps. Donc il ne peut pas avoir décidé à un moment en fonction de toi. Il sait, avant même que tu naisses, si tu vas aller en enfer ou au paradis, parce qu'il voit le temps, il est omniscient. Et donc la vraie question, les catholiques ne se posent pas ce genre de questions parce qu'ils croient beaucoup au libre arbitre, mais les protestants c'est un peu différent. Ils se disent, mais alors, en même temps, j'ai pas envie d'aller, je veux bien être protestant, mais j'ai pas envie d'aller en enfer, moi. Alors ils veulent savoir. Et comme ils ne peuvent pas infléchir la volonté de Dieu, ils inventent des signes qui montrent que Dieu les a choisis. Et ces signes, c'est leur réussite professionnelle. D'où, si tu veux, le cousinage entre développement du capitalisme et l'esprit du protestantisme, selon Weber. C'est des thèses qui ont été discutées. Mais ouais, ça, c'est une autre expression qui correspond exactement à ce que font les Japonais. Donc, avant de rire d'eux, regardons-nous nous-mêmes et voyons dans notre culture, il y a toutes sortes d'expressions de pensées désirantes qui plient le réel. Ouais. Il y a une étude que j'avais vue, notamment avec Albert Moukébert, où il disait que, pour parler de la liberté et de la religion, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut s'imaginer être libre alors qu'on est déterminé par une âme. Sartre dirait, à l'inverse plutôt de Sartre, il y a d'abord l'essence qui devient existence. S'il y a l'essence qui devient existence, c'est qu'on est forcément prédéfini et qu'on n'est en réalité pas très très libre. Comment est-ce qu'on peut concilier aujourd'hui, ou comment est-ce qu'on arrive à concilier l'idée d'un déterminisme radical avec l'idée de Dieu, ou peut-être pas radical dans le sens où on dit Dieu nous a donné le libre arbitre, alors qu'on a été créé pour quelque chose. J'ai beaucoup de mal à... non, mais tu as le même problème que les théologiens protestants. C'est le problème que tu poses, c'est précisément celui de Luther. C'est une vraie question que je me pose. Je me dis, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on arrive à... C'est la question de Luther et de Calvin. Eux, ils ont tranché. En plus, dans le catholicisme, ça allait très loin, puisque tu pouvais même acheter des indulgences. Tu pouvais payer ta place au paradis. Et là, il y a certains qui se sont dit, non, ça va trop loin. Mais en fait, si tu vas voir ton prêtre toutes les semaines qui t'absout de tes péchés par confession, tu lui donnes un pouvoir magique, et il se substitue à Dieu dans le pardon. Tu vois bien que tout ça, c'est de la superstition, c'est de la magie, quoi. C'est-à-dire, c'est une volonté de plier le réel, trouver des techniques pour pouvoir réaliser ton but ultime quand tu es croyant, c'est d'aller au paradis, quoi. Dans le christianisme, en tout cas. Justement, puisqu'on parle de croyance et de religion, ce primat du désir, est-ce qu'il se traduit dans une forme d'assomption des croyances généralisées et donc de mise en cause des savoirs? Et je voulais voir avec toi comment tu faisais le lien avec le livre précédent, Apocalypse cognitive. Oui, et puis même la démocratie des crédules. Et la démocratie des crédules encore avant. Comment est-ce que ça se traduit par une mise en cause généralisée des savoirs et une perte du réel ou de ce qui pourrait... Oui, c'est une des parties aussi du livre, bien sûr, les mondes numériques et a fortiori depuis... l'apparition de l'intelligence artificielle à portée de main, la démocratisation de ces outils. Oui, ces mondes numériques, ils ont abouti, disons, grosso modo, si on réduit analytiquement les choses, à une disponibilité massive de l'information, gigantesque, et, le deuxième point, la possibilité pour nous tous d'intervenir dans l'espace public. Mais paradoxalement, c'est de bonnes nouvelles. Moi, je ne suis pas contre ces deux aspects. C'est très bien, sauf que, d'abord, on n'intervient pas tous de la même façon. Certains interviennent beaucoup plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle les super spreaders, les super diffuseurs d'informations. 1%
des comptes sur les réseaux sociaux produisent 33% de l'information disponible. On en a un là d'ailleurs. Et pas les meilleurs. Alors, non, au contraire, s'il n'y avait que des influenceurs comme Christopher, je pense qu'on serait sauvé des eaux. Mais le problème, c'est que ce 1%, ce n'est pas forcément Christopher, ce n'est pas forcément des scientifiques, ce n'est pas forcément des gens qui essayent de... Enfin, c'est des gens qui croient à diffuser de la connaissance, mais qui sont porteurs souvent de radicalité. Ce qui fait qu'ils parlent plus que les autres, c'est parce qu'ils sont sincères et qu'ils veulent apporter la vérité, ils veulent évangéliser, mais ça peut être donc aussi les anti-vaccins, les conspirationnistes, les gens d'extrême droite, les gens d'extrême gauche, les radicaux les en général, platistes. Les platistes, bien sûr. Et de sorte que des arguments qui existaient bien avant les mondes numériques, mais qui étaient confinés dans des espaces de radicalité, ont essaimé en dehors de leur espace naturel. Et en plus, en effet, ça s'adosse à un trajet historique que je décris, qui est le fait de la perte de prestige, donc de la notion de progrès, de la notion de l'idée que la technologie nous apporterait et la science toujours du bien. Aujourd'hui, tu as à peu près 50% des Français qui pensent que la science apporte autant de mal que de bien. C'est ça. Est-ce que, parce que la notion de progrès, à la limite, j'ai envie de dire, on peut comprendre que ce récit collectif qui est très 19e sur le progrès, bon, aujourd'hui, on peut se poser des questions, mais est-ce qu'il y a la même chose avec le savoir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion même de connaissance et de savoir paraît complètement, avec l'idée d'objectivité de la connaissance quand même, qu'elle soit scientifique ou pas d'ailleurs. Mais si tu veux, à mon avis, l'erreur d'interprétation qu'ont fait certains collègues, après c'est une discussion, hein, mais c'est je dirais pas que c'est la connaissance qui est affectée en fait. Parce que les gens, par exemple les anti-vaccins qui défendent leur thèse, ils le font au nom de la science. Tu dis dans le livre, Ils le font au nom de la science. C'est-à-dire que la post-vérité, comme on l'a dit, pour moi, c'est pas du tout l'indifférence à la vérité. Je crois pas à ça. J'ai jamais vu d'individu indifférent à la vérité, ça n'existe pas. Il y a des gens qui mentent en sachant qu'ils mentent. Il y a des gens qui se trompent, mais sincèrement. Voilà, c'est ça qui fait notre vie sociale. Ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la facilité avec laquelle tu peux t'enfermer avec des arguments d'autorité, des arguments très forts, dans toutes sortes de croyances. Si aujourd'hui, tu décides pour rire d'être platiste, il te faudra 20 minutes, même pas maintenant avec ChatGPT, pour trouver les arguments. Pour trouver les meilleurs arguments qui vont te permettre de déstabiliser 99% des gens qui sont autour de toi. Donc empiriquement, tu n'auras pas de sanction de ton choix. Donc si tu as envie de t'enfermer dans ta caverne lumineuse de crédulité, tu peux le faire beaucoup plus facilement. Et les IA vont évidemment augmenter cette question, puisque aujourd'hui, tu as plus de 50% de l'information depuis 2016 qui sont sur les mondes numériques, qui sont en fait produites par des agents artificiels. C'est ce qu'on appelle la zombification du net, puisqu'en plus, ces agents artificiels se nourrissent sur les produits des mondes numériques qui sont eux-mêmes majoritairement produits par des agences artificielles. Donc tu vois que en réalité, c'est ce qu'on appelle des modèles autophagiques. C'est les MAD, Model Autophagic Disorder. On comprend facilement le jeu de mots. Et donc, ces agents artificiels vont largement accroître la confusion entre la production imaginaire et la production réelle. On a aujourd'hui Sora 2, par exemple, qui va arriver. Elle n'est pas encore en France, mais peut-être que le temps que la vidéo soit diffusée, on l'aura, puisqu'elle est déjà aux États-Unis et au Canada, où les vidéos sont quasiment indiscernables, à l'œil nu, en tout cas. Et alors, il y a une estampille Sora, on nous dit, rassurez-vous, pas de problème. C'est OpenAI qui a lancé cela. Rassurez-vous, il y a une estampille, donc si vous le partagez sur les réseaux sociaux, on verra que c'est Sora. Sauf qu'on a démontré qu'on peut facilement enlever cette estampille, et pire d'une certaine façon, certains mettent cette estampille sur des vraies vidéos. De sorte que la confusion entre le réel et l'imaginaire va aller croissante. Tu as lâché le mot de caverne, forcément, le philosophe que je suis, ça fait... Ouais, Platon. Est-ce qu'on est dans une ère hyper platonicienne? C'est-à-dire, est-ce que Platon, finalement, à travers l'allégorie de la caverne, n'avait pas déjà pointé quasiment tout ça, quoi? C'est-à-dire que, pour reprendre cette image bien connue de Platon, je dirais que la sortie de la caverne est de plus en plus loin. C'est-à-dire qu'on est en train de s'organiser pour faire un tunnel si long qu'on va vivre en voyant des ombres et en croyant perpétuellement qu'elles sont le réel. Ouais. Et question corollaire, et bon, peut-être on peut parler justement à nouveau de l'université populaire à la Sorbonne. Comment on lutte contre ça? Alors comment on réintroduit du savoir critique? Et en même temps, pour pousser la chose, le savoir critique, il est basé sur le doute aussi. Donc, qui dit doute dit mise en cause des savoirs constitués et de l'autorité sachante. Donc, il y a un espèce peut-être de cercle vicieux, non? Alors, je pense qu'il est possible de lutter. Je pense que la bataille n'est pas perdue.
C'est un peu pour ça que j'écris mes livres aussi, pour faire un diagnostic. On me dit parfois que mes livres sont un peu inquiétants, mais pas tant que ça. En fait, beaucoup de gens me disent en même temps, ça m'a un peu rassuré parce que le fait de comprendre la situation dans laquelle on est, c'est un peu anxiolytique. Déjà, on ne se sent pas tout seul, mais en plus, on se dit OK. Et puis, ça offre éventuellement quelques solutions qu'on peut déjà pratiquer soi-même. Le développement de la pensée analytique. Alors oui, le doute. Mais comme tout droit, il y a un droit au doute fondamental, c'est même chevillé dans l'histoire de la démocratie, mais tout droit s'accompagne de devoirs. Donc en fait, la pensée analytique, c'est ça. C'est un droit au doute revendiqué, mais qui n'oublie pas les devoirs du doute. Et quels sont ces devoirs? C'est de penser méthodiquement les choses, de ne pas aller vers la pensée la plus spontanée. Oui, tu as le droit de critiquer, ou tu as même le droit de croire qu'il y a des complots. Moi, je ne sais pas. Encore une fois, quand on parle des complotistes, on me dit, mais parfois il y a des complots. Bien sûr, parfois il y a des complots. Et qu'est-ce que tu en sais qu'il n'y a pas eu de complot, par exemple, dans le 11 septembre? Mais j'en sais rien. J'en sais pas plus qu'eux. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la conclusion. Ce qui m'intéresse, c'est le mode de démonstration. Si je crois qu'ils se trompent, c'est qu'ils utilisent des moyens pour démontrer qui sont inadéquats et qu'il y a donc des modèles concurrents qui sont plus performants épistémiquement. C'est ce que fait la science. La science peut se tromper, mais ce qu'elle fait, c'est de hiérarchiser des modèles pour décrire le réel. Et elle produit, parce qu'elle est collective, parce qu'elle est lente, des modèles, et surtout parce qu'elle est méthodique, des modèles qui sont plus performants que les modèles concurrents, c'est tout. Je ne dis pas que c'est vrai. L'image que je donne souvent, c'est celle justement à propos des platistes de la Terre ronde. La Terre n'est pas ronde. Elle est aplatie à ses pôles, et si tu voulais la décrire, il te faudrait un temps infini, au micron près. Il y a des montagnes, des infractuosités, etc. Mais elle est plus ronde que plate. Donc dire qu'elle est ronde, ce n'est pas le vrai, mais c'est bien plus vrai que de dire qu'elle est plate. Et quant au deuxième point, peut-être puisqu'on est à un niveau philosophique, et c'est d'ailleurs un peu là-dessus que je conclue le livre, il y a une forme peut-être, il nous manque un grand récit. Moi, je ne suis pas équipé pour écrire ce grand récit, puis ce n'est pas mon rôle de sociologue, mais je me dis qu'en tout cas, il pourrait s'adosser à la réflexion sur une sagesse contemporaine par rapport à l'incertitude. C'est ce que dit d'ailleurs Kant dans l'introduction de la critique de la raison pure. L'humanité ne peut pas ne pas se poser certaines questions auxquelles pourtant elle ne peut pas répondre. Voilà. Donc cette situation, elle est dramatique d'une certaine façon, tragique même, mais elle est belle aussi. Et je crois que, mais je ne sais pas comment. Tu as raison de parler de Kant, parce que dans la critique de la raison pure, Kant dit « j'ai dû limiter le savoir pour faire place à la croyance », ce qui est une phrase incroyable qu'on comprend en général pas très bien, mais dire j'ai dû limiter la zone du savoir pour l'assurer finalement, alors que la croyance est partout. Oui, Kant a été vraiment un de ceux qui a le plus clairement noté la participation du sujet connaissant à la connaissance, qui n'est pas un simple reflet du réel, c'est évident, et je suis de ce point de vue néo-kantien, incontestablement. Mais je me dis qu'il y a une façon, j'essaie de le cultiver pour moi-même en tout cas, de regarder l'incertitude avec désir, c'est normal, c'est bien, avec angoisse, c'est normal aussi, mais sans accepter de réduire cette angoisse en s'aliénant à des systèmes simplistes de représentation du réel ou qui pourraient déformer le réel. Je pense qu'il y a là une forme de sagesse, de bravoure intellectuelle. Je ne sais pas exactement comment la cultiver, mais j'ai l'impression que c'est ça une des solutions, quoi. Ça revient à une forme d'époquer que suspension des représentations ou du jugement que pratiquaient les stoïciens, que Chris oui, effectivement. Finalement, s'apercevoir et assumer le fait parfois de ne pas savoir et de continuer à chercher. Mais il y a un problème là-dedans. Moi, il y a quand même une problématique, c'est que si on fait en sorte de réajuster nos désirs pour ne pas rentrer dans des idéologies ou pour ne pas rentrer dans une certaine forme d'extrémisme de la pensée ou autre, est-ce qu'on ne va pas se résigner à un moment donné? Non, il ne faut effectivement pas que ça soit une pensée de la résignation, mais je pense que tomber dans les bras de systèmes simplistes, idéologiques pour réduire cette incertitude, c'est aussi une forme de résignation. Donc il y a quelque chose, une façon de se tenir. C'est pas moi qui vais écrire les belles lignes qui vont définir cette sagesse. Je m'en sens pas capable, mais je lirai avec grand intérêt celle ou celui qui On peut en trouver plein dans les devs perso. Je pense que je peux te proposer plein de super livres. Ouais, ok, je suis preneur. Tu écris à l'intérieur, justement, pour en revenir aux moments anxiogènes. Les moments anxiogènes de notre vie encouragent les pratiques superstitieuses. Est-ce que c'est un facteur qui est universel, le facteur anxiogène, de se dire le monde va mal, je vais mal, donc c'est plus facile de me rassurer à travers des superstitions, ou est-ce qu'il y a quand même une autre multitude de facteurs qui déterminent le fait qu'on va être amené à un moment donné à aller vers des superstitions? C'est très multifactoriel, ça peut être culturel, mais par contre c'est universel. Tu penses qu'on est tous superstitieux?
J'ai pas dit qu'on était tous superstitieux de la même façon. En tout cas, la magie, la superstition est présente dans toutes les cultures. On n'a jamais vu, jamais aucun anthropologue n'a décrit une civilisation, quelle qu'elle soit, qui ne soit pas traversée de moyens pour essayer de plier le réel à l'expression de son désir. Croire que ta pensée peut plier le réel, ça vient d'ailleurs, dit le philosophe Alain, de notre enfance. Quand nous sommes enfants et que nous ne savons même pas encore parler, donc nous ne pouvons pas communiquer nos désirs, nous pointons des objets et il y a des grands géants qui s'exécutent pour réaliser. De sorte, dit-il, que nous confondons le signe et l'effet que le signe produit. Il y voit la source de la magie. Je ne sais pas s'il a raison, mais je trouve que l'idée est assez stimulante. Ensuite, non, bien sûr, nous ne sommes pas tous égaux face à cette incertitude. Et puis ça dépend aussi de la culture dans laquelle tu es. Si tu as endossé des croyances New Age ou autres qui te disent que ces méthodes sont efficaces, ensuite, tu vas rentrer dans des pratiques et puis évidemment, ton cerveau va sélectionner quelques exemples qui vont confirmer ta croyance. Tu vas oublier toutes les fois où ça n'a pas marché, etc. Tu vas te faire la dupe de toi-même et ça peut durer un certain nombre d'années. Je suis bien placé pour en savoir. J'étais très croyant quand j'avais entre disons 15 et 25 ans. Il m'a fallu très longtemps pour m'apercevoir que ce que je croyais être des coïncidences extraordinaires qui faisaient la preuve que mes croyances étaient vraies, n'étaient que des coïncidences. Là aussi, la place faite au hasard dans notre cerveau est fondamentale. Là, pour le coup, je citerai Nietzsche, « Laissez venir à moi le hasard ». Alors, ça m'arrivera rarement de citer Nietzsche. Mais laissez venir à moi le hasard, c'est magnifique. C'est magnifique. Et comment, pardon, mais puisque tu parlais de ta situation personnelle quand tu étais jeune, comment tu es donc arrivé à t'abstraire de ça? Qu'est-ce qui a été le moteur déclencheur et comment on sort de ces croyances qui sont confortantes et réconfortantes pour rentrer dans un esprit critique, justement? Alors c'est une très longue histoire, donc ça met... Lisez l'Exorcisme. Ouais, voilà, tout est expliqué à l'intérieur. Merci beaucoup. Oui, alors je serai beaucoup plus loquace dans le livre que je vais l'être là, mais pour la faire courte, comme on dit, essentiellement, on était dans un groupe d'amis, on pensait on croyait à la fin des temps, etc. Donc c'est assez haut sur le cible de la crédulité. Et puis alors déjà, il y a les trahisons des amis, le fait que le groupe se délite peu à peu. Ça a été une première déception politique, parce qu'en fait, c'était devenu un peu un groupe politique. On se croyait anarchiste, etc. Donc c'est une première leçon du réel, mais je crois surtout que c'était la sociologie, personnellement, qui m'a ramené les pieds sur la terre de la rationalité, parce que j'ai voulu travailler sur les croyances. Étant donc en master, j'étais encore croyant à ce moment-là. Justement, j'ai travaillé sur les superstitions et j'ai découvert quelque chose d'assez banal que les sociologues savaient, mais je l'ai redécouvert pour moi que, en effet, la pratique superstitieuse est très corrélée aux situations d'incertitude. Et j'y ai vu évidemment tout l'utilitarisme, tout l'épicerie mentale qui aboutit à toutes sortes de croyances. Et j'ai commencé à m'entrapercevoir dans le miroir. Je ne dis pas que je me suis fixé tout de suite. J'ai peut-être évité, j'ai baissé les yeux, mais on ne baisse pas les yeux longtemps face au miroir de soi-même. Donc c'est pour ça que je ne suis pas totalement sévère sur l'exploration de soi-même, parce que c'est cette exploration qui m'a permis de faire ce que j'appellerais une déclaration d'indépendance mentale, tout simplement. Justement, pour revenir sur Nietzsche, je sais que Nietzsche disait une phrase, je la paraphrase, c'est pas exactement ça, qu'on reconnaît la profondeur d'un homme à sa capacité à pouvoir supporter un certain nombre de vérités. Est-ce que tu penses que c'est notre incapacité à pouvoir accepter les vérités malgré le fait qu'elles aillent contre nos croyances qui fait qu'aujourd'hui on rentre progressivement, de plus en plus rapidement, dans une certaine forme d'extrémisation de la pensée? Encore une fois, je ne pense pas que nous mutions. Notre esprit ne mute pas. On n'est pas différent des hommes du 19e siècle du point de vue neuronal, enfin physiologique, etc. Ça ne marche pas comme ça, la biologie. Par contre, je crois qu'on a une société de nous-mêmes. En nous-mêmes, on le disait tout à l'heure, et que selon le contexte social, politique, économique, ça va augmenter la probabilité de chance qu'une partie de toi-même se révèle. Par exemple, on a tous en nous un feignant intellectuel. Mais on a tous en nous aussi un penseur analytique. Et c'est en ça que je suis humaniste. Je pense que c'est le meilleur argument pour ne pas être sexiste ou raciste, etc. Je pense qu'on a un système nerveux qui est globalement équivalent, quelle que soit sa couleur de peau, son genre, etc. Donc, sauf que c'est plus facile d'être feignant que d'être analytique. Donc il y a une pente qui est plus facile à prendre que l'autre, quoi. Je crois que tu as raison. C'est ça le problème. Et en particulier, justement, dans un monde où la disponibilité de l'information est accrue. Ouais. Encore une fois, plus tu as de disponibilité de l'information, plus tu as de possibilité de constituer, je dirais, un endroit intellectuel confortable, comme ça, sur ce fauteuil, où tu vas être bien.
Et donc tu ne vas même pas te confronter au danger de la vérité. Je pense c'est pas qu'on fuit la vérité comme un danger, c'est qu'on se met dans des conditions où on ne l'apercevra de toute façon pas. Et si toutefois on l'aperçoit, on aura d'excellentes raisons de la croire fausse, cette vérité. C'est donc pas par crainte et par lâcheté en réalité, la plupart du temps. C'est parce que les conditions extérieures nous permettent de faire advenir des parties souvent les plus faibles de nous-mêmes. C'est ce que montrent les expériences de Walter Mitchell, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est l'expérience du marshmallow. Enfin, du avec les enfants. Ils sont tordantes d'ailleurs, c'est un peu cruel, on met des petits comme ça, on leur dit si tu ne manges pas le bonbon, dans quelques minutes je reviens. Donc il se croit tout seul, je reviens et je te donne un deuxième bonbon. Donc d'un point de vue rationnel, normalement on devrait attendre quelques minutes. Mais là, c'est une très belle mise en abîme de la jouissance à court terme versus la jouissance à long terme. Et les expériences de Walter Mitchell sont extrêmement prédictives de la réussite future de ses enfants en fait. Et donc, même s'il y a plein de controverses sur les catégories socio-professionnelles, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un peu ça. Le monde contemporain, c'est un peu une expérience de Walter Mitchell de tous les instants. Voilà, on nous présente des friandises intellectuelles et on nous dit, voilà, si tu arrives à pas les manger tout de suite, tu vas développer ton esprit rationnel. Mais c'est pas évident. Alors les enfants, ils lèchent parfois. Ils ne mangent pas, mais ils lèchent les bonbons, etc. Il y avait quelqu'un qui avait pointé ça, c'était Freud, avec la question de la sublimation, puisqu'il dit la sublimation, c'est différer une satisfaction immédiate pour passer par le réel et avoir une satisfaction dans le réel, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Ça, on trouve ça, finalement, ça c'est aussi vieux que l'humanité. C'est-à-dire que la tentation à laquelle il faut résister pour pouvoir jouir plus fort plus tard est un des éléments cruciaux de notre contemporanéité. Et d'ailleurs, le présent vorace que j'évoquais est aussi finalement une mise en abîme de l'expérience de Walter Mitchell. C'est-à-dire que c'est précisément le fait de manger tout le temps le marshmallow et de ne jamais attendre un deuxième. S'il n'y a plus de futur, si on ne regarde plus ensemble le futur vers le progrès, c'est une façon de rétrécir son horizon temporel. Et ça, c'est vrai même dans la décision politique. Jamais la décision politique n'a été aussi rétrécie d'un point de vue temporel. Et me dit-on, c'est la même chose dans les entreprises qui faisaient des planifications. Je dirige une thèse d'ailleurs sur ce sujet et mon étudiant étudie tout en fait les programmes stratégiques d'un certain nombre d'entreprises et il montre que sur 40 ans, les projections se sont largement rétrécies. Il n'y a plus de vision, ce qu'on dit qu'il n'y a plus de vision politique. Exactement. Donc voilà encore ce présent cannibale qui revient à nous. Pour terminer, avant de terminer cette interview, il y a une problématique que moi je retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que c'est intéressant de l'aborder. On parle de post-vérité, on parle de vérité. Et est-ce que tu penses qu'il existe une vérité objective dans le sens où aujourd'hui la première réponse qu'on donne lorsqu'on énonce des faits est celle de dire tout le monde a sa propre vérité. Comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui à une extrapolation du relativisme en disant chacun sa vérité. Chacun sa vérité, quoi. Et que cette vérité-là est aussi vraie que le réel lui-même. Oui, ça c'est un des problèmes, c'est une des questions que je pose aussi dans le livre. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais on voit les lecteurs, on ne peut pas parler de tout. Le livre est assez faudrait beaucoup plus de temps. Mais les questions étaient déjà excellentes, c'est formidable. Mais oui, effectivement, d'abord il y a le relativisme qui des gens comme Feyerabend, par exemple, contre la méthode, vise à faire admettre que tous les modèles descriptifs du réel se valent. Une poésie ou la science, c'est un modèle que je combats dans l'espace public, je le crois extrêmement dangereux, puis c'est faux, tout simplement épistémiquement. Donc comme je le disais, il y a des modèles qui sont supérieurs épistémiquement, descriptivement, d'abord parce qu'ils absorbent plus d'anomalies du réel en convoquant moins d'entités conceptuelles. Voilà comment je définirais un modèle efficace d'un point de vue épistémique. Et puis il y a un autre type de confusion qui est un peu différent, qui confond la tolérance avec la hiérarchie épistémique. C'est-à-dire c'est une chose de dire je tolère une autre représentation du monde, par exemple des croyances et ça, je ne vais pas aller emmerder moi, des gens qui croient des trucs sans cesse en disant non, chacun a le droit de croire, puis sur plein de sujets j'en sais rien, moi si Dieu existe, s'il y a une âme, j'en sais pas plus qu'eux. Je prétends simplement que le pape n'en sait pas plus que moi non plus sur cette question. Donc c'est une question, c'est plus un recul par rapport aux institutions religieuses, les gens qui utilisent des arguments d'autorité sur des questions métaphysiques, pour lesquels, à mon avis, personne ne sait. Et donc, moi, pas plus qu'eux, je ne me permets pas ça, mais il ne faut pas confondre la tolérance que nous devons à nos concitoyens quand ils ne croient pas les mêmes choses que nous, et l'acceptation selon laquelle cette tolérance se transmurait en équivalence épistémique. Non, si tu crois, par exemple, que Dieu a créé le monde en 7 jours, etc., c'est ton problème. Si tu crois qu'il a créé les animaux séparément des êtres humains, c'est ton problème. Mais là, par contre, si tu le crois littéralement, il y a une concurrence directe avec la théorie de l'évolution.
Mais si tu me dis c'est symbolique, c'est pas forcément. Bon, alors, ok, y a pas, tu contournes l'argument rationnel. Et le troisième point, qui est ça une confusion pour le coup, un manque d'esprit critique, c'est que les phénomènes qui nous intéressent sont souvent multivariables. Il y a plein de variables qui sont dans les phénomènes. Par exemple, la reproduction des inégalités. L'inégalité des chances, c'est une question qui a beaucoup intéressé les sociologues, et je lis Pierre Bourdieu sur cette question, et je lis Raymond Boudon sur cette question, ils n'ont pas la même thèse. Mais pour moi, quand je les lis, leur thèse est tout à fait compatible. Ouais. Ils éclairent des facettes différentes du polyèdre. Donc ce que je vois dans les passions contemporaines et qui me navre, c'est ce qu'on pourrait appeler le monisme causal, c'est-à-dire vouloir expliquer un phénomène complexe avec un seul facteur, une seule variable. C'est pas qu'ils se trompent, cette variable, elle est impliquée, mais d'autres variables sont impliquées aussi. Et on peut parler comme ça à perte de vue. Si on ne s'entend pas, s'il dit non, c'est mon A, c'est ma variable à moi qui est plus grosse que ta variable à toi. Enfin, si on se compare la variable, on va pas en sortir. Qui a la plus grosse variable? Qui a la plus grosse variable? C'est ça, non, mais les gens jouent à qui a la plus grosse variable. Et ils le font d'autant plus qu'ils ont des intérêts politiques à le faire. C'est ça qui me désole, par exemple, dans une partie des sciences sociales. C'est que ce monisme causal, en fait, cache des croyances motivées politiquement. Et c'est bien d'être motivé politiquement, moi je trouve que c'est formidable d'être militant et tout ça, mais par contre, il ne faut pas faire dire à la science ce qu'elle ne dit pas, et ne pas prendre l'autorité de la science en éclairant une seule variable parce qu'elle complaît à tes compulsions idéologiques. Non, la plupart des phénomènes sociaux, quand on fait un peu de stats, on voit bien, on fait des régressions, on voit bien que ce phénomène explique une partie de la variance, mais c'est une autre partie de la variance. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas des récits simples. Oui. Voilà. Et notre cerveau, il aime bien la simplicité des récits. Ben voilà. Ça aussi, c'est une façon de résister que de refuser que les narrations du réel soient trop simples. Eh bien, merci beaucoup. J'ai encore 1000 questions. Moi, c'est pareil. Le temps. Merci beaucoup, Gérald, pour cet excellent moment. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Évidemment, je vous invite à vous procurer le dernier livre de Gérald Bronner, À l'assaut du réel, aux presses universitaires. Je vous mettrai aussi tous les autres livres en description. On a parlé de l'Apocalypse cognitive. On a parlé de l'exorcisme, Démocratie des crédules. Voilà, tous sont absolument géniaux. Donc allez-y, foncez. Et surtout, si vous avez des questions sur des idéologies, sur des choses que vous ne comprenez pas, développer son esprit critique ou autre, mettez-le en commentaire. Et je mets aussi les vidéos des cours l'Université populaire. L'Université populaire, merci, d'esprit critique à la Sorbonne en description. Passez à tous une bonne journée. Bye bye.